L'histoire commence dans un sombre donjon rempli d'innombrables cadavres où un héros nommé Seo se tient devant un gigantesque monstre serpent, son épée ensanglantée à la main, prêt à l'abattre. Le serpent fonce sur lui à toute vitesse et Seo parvient tout juste à bloquer l'attaque avec son épée, sortant de l'échange indemne. Il a bientôt une idée et tente de prendre appui sur le mur du donjon pour frapper le serpent avec une attaque d'épée amplifiée, mais le serpent lit facilement son mouvement et le projette violemment contre le mur d'un puissant coup. Réalisant à quel point le combat est devenu dangereux, il décide qu'il doit en finir rapidement, alors il charge le serpent de front avec son épée désormais chargée d'un éclair. Malheureusement, son épée se brise en plein milieu de l'attaque et le serpent saisit l'occasion pour reprendre l'avantage. Alors que le serpent enfonce profondément ses crocs dans son corps, Seo le poignarde désespérément encore et encore avec sa dague, mais aucun de ses efforts ne semble avoir le moindre effet réel sur la créature. Le serpent l'écrase alors violemment au sol et commence à avaler lentement son corps, tandis qu'il hurle de douleur. Avec la moitié de son corps déjà dévoré, le serpent se contente de fixer Seo pendant un instant, se préparant à porter sa morsure finale. Seo sent soudain une vague de rage brûlante monter en lui et déclare qu'il est hors de question qu'il meure comme une sorte de lâche. Il accepte que la mort vienne le chercher, mais juste avant que le serpent puisse l'achever complètement, le temps se fige brusquement autour de lui et il commence à entendre une étrange voix inconnue l'appeler, se moquant de lui et le traitant d'homme pathétique. Seo entend clairement la voix et se demande d'où elle peut bien venir, tandis que la personne derrière cette voix est réellement choquée que Seo soit d'une manière ou d'une autre capable de l'entendre. Seo explique qu'il a toujours été capable d'entendre les voix des reliques et dit qu'il peut deviner qu'elle doit être une sorte d'objet divin. Alors il lui demande de détruire le monstre serpent et de le sortir de cet endroit. La voix se contente de rire en réponse et lui rappelle que la moitié de son corps a déjà été dévorée, donc même si elle se débarrassait du serpent pour lui, il n'y aurait tout simplement aucun moyen pour lui de survivre. Elle lui dit qu'il est vraiment un cas pitoyable, car même s'il est né avec un talent incomparable, il est né à la mauvaise époque et en a énormément souffert. Et maintenant, il va mourir sans jamais avoir eu la chance d'utiliser pleinement ses ruses intelligentes et brillantes. Entendre tout cela ne fait que remplir Seo d'une colère encore plus grande qu'avant. Il n'est pas entièrement sûr de la façon exacte dont il va s'y prendre, mais il jure de tout son être qu'il tuera un homme nommé Kwon Tae-jun, peu importe ce qu'il devra faire ou le temps que cela prendra. Voyant la profondeur de sa détermination et sentant son potentiel caché, la voix prend soudain une forme physique sous l'apparence d'un corbeau et apparaît juste devant Seo, lui disant qu'elle a décidé de lui accorder une seconde chance dans la vie. Elle dit qu'elle est impatiente et curieuse de voir s'il sera enfin capable de revendiquer le trône du roi cette fois-ci. Le corbeau envoie alors une puissante vague d'énergie directement dans Seo, et après qu'elle a parcouru tout son corps pendant un moment, il se retrouve soudain assis dans ce qui ressemble à un bâtiment public. Il reste complètement sous le choc en réalisant lentement que ses jambes ont d'une manière ou d'une autre été entièrement restaurées. Ce qui le choque encore plus, c'est de découvrir qu'il se trouve actuellement dans un commissariat de police sans absolument aucun souvenir de la façon dont il a fini là en premier lieu. Un policier à proximité l'informe qu'ils sont actuellement au milieu d'une enquête en cours et lui demande son nom. Seo reste assis en silence, trop absorbé par ses propres pensées et trop occupé à se demander si le fait d'être à nouveau en vie était, d'une manière ou d'une autre, l'œuvre de ce mystérieux corbeau divin. Puis Seo entend par hasard l'un des autres policiers parler avec désinvolture du fait qu'ils viennent tout juste d'entrer au tout début de l'année 2025 et cette révélation le laisse complètement stupéfait car cette année se situe exactement 15 ans avant son époque actuelle. Cela l'amène peu à peu à conclure qu'il a, d'une manière ou d'une autre, été renvoyé 15 ans dans le passé. Une femme vient alors le gronder parce qu'il ne répond pas à ses questions, mais Seo ne peut s'empêcher d'avoir l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Il se rappelle qu'elle est la mère du garçon aux cheveux bruns assis non loin, nommé Yu, et qu'ils se trouvent au commissariat parce qu'ils ont été pris dans une bagarre que Yu avait clairement essayé de provoquer avec Seo. Seo repense alors à la façon dont il avait réglé ce même problème 15 ans plus tôt et se souvient qu'on lui avait demandé de payer une somme extrêmement élevée en dommages et intérêts. Comme il était complètement fauché à l'époque, il s'était simplement mis à genoux et leur avait présenté ses excuses. La mère de Yu se rend compte que Seo n'écoute pas un seul mot de ce qu'elle dit, alors elle essaie de le gifler, mais Seo lui attrape rapidement la main et hausse la voix contre elle, lui disant que c'est son fils qui a commencé la bagarre en premier lieu, tout en soulignant qu'il réclame beaucoup trop d'argent en frais de règlement. Yu n'aime pas la façon dont Seo parle à sa mère, alors il lui lance immédiatement un coup de poing, mais Seo esquive facilement l'attaque et le projette au sol. Cela laisse Seo choqué pendant un
instant, car il réalise que son corps est beaucoup plus léger qu'il ne devrait l'être. Cela l'amène à se demander si toutes les compétences de combat qu'il a développées au cours des 15 dernières années sont toujours intactes dans ce corps plus jeune. Si cela s'avère vrai, il réalise qu'il a eu une chance incroyable. Seo finit par être jeté dans une cellule de détention pour s'être montré agressif et le son de la mère de Yu qui râle non loin commence à lui taper sur les nerfs. Pourtant, il sait que tout cela n'aura bientôt plus aucune importance une fois que les reliques commenceront à apparaître. En l'an 2025, de puissants tremblements de terre frappèrent différentes régions du monde et plusieurs tombeaux anciens apparurent soudainement. Des reliques mentionnées dans des mythes, des légendes et de vieux contes populaires y furent découvertes. Les histoires transmises de génération en génération se révélèrent contenir un véritable pouvoir et ceux qui entraient en possession de ces reliques obtenaient diverses capacités surnaturelles. À cause de cela, tout le monde se lança à la recherche de reliques. Seo se joignit lui aussi à cette quête à l'époque et il finit par tomber sur ce qu'on appelait la relique de l'archéologue. À ce moment-là, Seo pensait qu'obtenir la connaissance du tombeau et de ses reliques mettrait fin à sa vie misérable et lui permettrait de repartir de zéro, mais c'est exactement à ce moment-là que la véritable folie commença. En commençant par Monsieur Kwon, le plus grand président de toute la ville, de nombreuses personnes qui avaient mis la main sur des reliques prirent des mesures pour s'assurer que personne d'autre qu'elle-même ne puisse excaver davantage de ces reliques. Heureusement, le talent naturel de Seo pour trouver des reliques fut reconnu et il fut recruté par Monsieur Kwon en personne. À partir de là, il finit par accepter tous les sales boulots que Monsieur Kwon lui confiait, se résignant à être connu comme le chien du président et à supporter toutes les insultes qui allaient avec. Assis dans la cellule, Seo réalise que ce n'est qu'une question de temps avant que les reliques commencent à réapparaître et que tout autour de lui sombre dans l'anarchie. Il se dit que le fait d'être désormais beaucoup plus fort qu'avant est un avantage, mais il sait aussi que la force seule ne suffira pas cette fois. Il doit réunir des fonds pour les excavations le plus vite possible, mais il ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Une ligne de texte lumineuse apparaît alors soudainement devant lui et Seo pense d'abord qu'il est peut-être en train de perdre la tête, mais il comprend ensuite que cela doit être l'œuvre d'une relique. Il se lève et tente d'invoquer le corbeau qui l'a ramené à la vie, mais à la place, un écran de statue apparaît devant lui et l'informe que sa nouvelle quête consiste à éveiller les 4 talents d'un pilleur de tombes, ce qui le prend complètement au dépourvu. Un garde passe devant lui et ne semble pas du tout remarquer l'écran de statue, ce qui fait comprendre à Seo qu'il est le seul à pouvoir le voir. En plus de cela, il réalise qu'il est actuellement capable de voir les objets dans un rayon d'1 mètre autour de lui, ce qui était à l'origine une capacité liée à la relique de l'archéologue. Mais comme il ne possède plus cette relique, il se demande pourquoi cette capacité est encore restée en lui. Seo examine de plus près son écran de statue et voit qu'il a déjà obtenu l'un des 4 talents, ce qui signifie qu'il lui en reste encore 3 à débloquer. Cela le soulage un peu, car cela veut dire qu'il a déjà une petite longueur d'avance. Mais il ne peut toujours pas s'empêcher de se demander pourquoi la relique du corbeau fait tout cela pour lui. Le détective Kim arrive alors pour faire sortir Seo sous caution et une fois dehors, Kim dit à Seo qu'il n'a vraiment pas de chance, puisque Yu est apparemment un récidiviste quand il s'agit de provoquer les gens pour les pousser à se battre. Tandis que Kim prend toute l'affaire à la légère en riant, Seo réfléchit silencieusement et se souvient que le détective Kim était la seule personne qui soit jamais restée à ses côtés lorsqu'il n'avait absolument rien. Ils commencent ensuite à rentrer ensemble et en chemin, Seo demande à Kim s'il a remarqué des incidents étranges récemment. À en juger par l'air confus de Kim face à la question, Seo comprend que les reliques n'existent pas encore dans cette version du monde. Après s'être dit au revoir, Seo s'éloigne seul et réalise que c'est exactement le moment où les tombeaux commencent à peine à apparaître et où il n'existe encore aucun utilisateur de reliques, ce qui signifie que c'est maintenant sa chance parfaite de prendre de l'avance. Il mentionne que la plupart des premières reliques sont apparues en Europe et en Amérique. Pourtant, Seo continue de réfléchir à des moyens de mettre la main sur de l'argent puisqu'il doit acheter des billets d'avion. Alors qu'il tourne dans une ruelle, il tombe directement sur le gang pour lequel il travaillait dans sa vie passée et il esquisse un sourire en se disant qu'il vient de trouver sa vache à lait. Dans sa vie passée, il avait été tellement désespéré par le manque d'argent qu'il avait fini par travailler pour ce même gang et pendant cette période, il avait été traité pire qu'un chien. L'un des membres du gang essaie de gifler Seo au visage, mais Seo le met facilement à terre d'un seul mouvement rapide. Seo se tourne ensuite vers les autres et leur dit qu'il démissionne et que tout ce qu'ils ont à faire maintenant, c'est lui payer les salaires impayés et l'indemnité de départ qu'ils lui doivent. Mais le gang refuse de reculer et fonce droit sur Seo, même si Seo utilise facilement ses compétences en arts martiaux pour les mettre à terre les uns après les autres. Les membres du gang sont totalement stupéfaits par les capacités de Seo, puisqu'il avait toujours été considéré
considéré comme un cas désespéré en matière de combat. Au bout d'un moment, Seo remarque que ses mains commencent à trembler, alors il décide d'en finir rapidement. À un certain moment, la seule personne encore debout est le chef du gang, et désespéré de vaincre Seo, il sort sa lame spéciale et se prépare à lui foncer dessus. Seo repère immédiatement la lame et comprend aussitôt qu'il s'agit d'une relique. Il n'est pas entièrement sûr de savoir pourquoi une chose pareille existe déjà aussitôt dans l'Apocalypse, mais il est certain d'une chose, elle va être à lui. Seo arrache la lame des mains du chef du gang et décide de montrer aux autres membres ce dont cette arme est réellement capable. Celle-ci augmente considérablement sa vitesse et sa force, lui permettant de vaincre tous les membres du gang en seulement quelques secondes. Après avoir laissé plusieurs d'entre eux avec des blessures au couteau, les survivants perdent tout leur courage et ne pensent plus qu'à partir pour rentrer chez eux. Pendant ce temps, à la galerie Xiang, la femme responsable des lieux reçoit un appel de l'un de ses subordonnés. Il lui explique que Seo est soudainement devenu incroyablement puissant, qu'il les a tous battus, qu'il a volé chaque yen présent sur leur compte et qu'il a même emporté la statue de Bouddha. Furieuse, elle le traite d'idiot et lui ordonne de récupérer immédiatement la statue. Au même moment, Seo traverse la ville avec la statue de Bouddha dans les bras, se demandant ce qu'il devrait en faire. Un peu plus tôt, il s'est rendu dans un magasin de prêteurs sur gage, mais le courtier lui a affirmé que la statue ne valait pratiquement rien. Malgré cela, Seo refuse de le croire. Après avoir vu à quel point Arai, le chef du gang, était désespéré à l'idée de la récupérer, il est convaincu qu'elle doit avoir une grande valeur. Seo utilise sa compétence d'évaluation et découvre qu'une étrange substance est dissimulée à l'intérieur de la statue. Il se sert alors de la lame pour l'ouvrir soigneusement et y trouve une petite bouteille remplie d'un liquide mystérieux. Un large sourire apparaît sur son visage lorsqu'il comprend qu'il a vraiment évité de commettre une énorme erreur en ne la vendant pas au prêteur sur gage. De retour à la galerie, l'inspecteur Kim arrive avec Arai menotté. Il informe la PDG que la police a reçu un signalement concernant la vente de drogues illégales dans cet établissement. La femme nie immédiatement les accusations, affirmant qu'ils ne font que vendre des œuvres d'art. Cependant, l'inspecteur Kim lui demande d'arrêter de jouer la comédie car la police a déjà découvert les preuves dans leur entrepôt. Elle est stupéfaite que la police connaisse même l'existence de cet entrepôt, mais elle retrouve rapidement son calme. Elle pense qu'elle n'a aucune raison de s'inquiéter puisque chaque pièce à l'intérieur est protégée par un mot de passe. À cet instant, l'un des agents intervient par le talkie-walkie de Kim et annonce qu'ils ont fouillé toutes les pièces de l'entrepôt et découvert de grandes quantités de drogue. La femme reste complètement abasourdie. Toutes les pièces étaient censées être verrouillées par des mots de passe, elle ne comprend donc pas comment la police a pu y entrer. Avant qu'on ne l'emmène, l'inspecteur Kim place son téléphone près de son oreille. À l'autre bout du fil se trouve Seo qui lui dit qu'il était plutôt stupide de ne pas changer les mots de passe de temps en temps. Dès qu'elle entend sa voix, elle comprend que Seo était derrière tout cela depuis le début et hurle furieusement son nom pendant que les agents l'escortent hors des lieux. Sur le chemin du retour, Seo reçoit un message de l'inspecteur Kim l'informant que la récompense de 10 millions de yens pour son renseignement lui sera bientôt versée. Maintenant qu'il dispose enfin de son capital de départ, Seo décide qu'il est temps de rentrer chez lui, de dormir un peu et de se préparer pour le lendemain. Car c'est à ce moment-là que la chasse au tombeau commencera enfin. Cependant, une immense surprise l'attend. Un mystérieux tombeau est apparu exactement à l'endroit où se trouvait autrefois sa maison. Seo s'approche prudemment et surprend une agente de la CIA nommée Linda en train de parler à quelqu'un. Elle explique qu'ils ont de la chance que personne n'ait encore compris que cette étrange structure est en réalité un tombeau. C'est pour cette raison qu'ils prévoient de le faire exploser dès le lendemain matin afin de l'ouvrir. Un instant plus tard, Linda tombe soudainement sur Kenshi, un membre de l'équipe japonaise d'excavation. En raison de leur passé commun, elle le traite immédiatement de voleur, mais Kenshi lui répond de ne pas jouer les innocentes, car ils savent tous les deux exactement ce qu'ils cherchent réellement. Seo écoute discrètement leur conversation et apprend qu'ils ont l'intention d'utiliser des explosifs pour forcer l'entrée du tombeau. Cela lui suffit pour comprendre qu'il n'existe toujours aucun véritable expert capable de saisir à quel point ces tombeaux sont réellement dangereux. Seo considère cela comme une bonne nouvelle car cela signifie qu'il est actuellement la personne la plus expérimentée des environs. Soudain, d'étranges marques rouges commencent à se répandre sur le sol. Seo les reconnaît immédiatement comme des glyphes de tombeaux. Ces anciens écrits contiennent des informations importantes sur le tombeau. Quiconque est capable de les lire peut découvrir où se trouve l'entrée cachée, mais aussi connaître l'emplacement des pièges dangereux avant d'y pénétrer. Seo étudie attentivement les glyphes et presque instantanément son système s'active. Une notification apparaît annonçant qu'il vient d'acquérir la compétence linguistique. Cette nouvelle capacité améliore considérablement sa compréhension de toutes les langues. Grâce à elle, les
les étranges symboles deviennent soudainement faciles à déchiffrer. Après avoir examiné les inscriptions pendant un moment, Seo comprend rapidement où se trouve l'entrée. Sans perdre une seconde, il active le passage caché et le frappe avec sa lame. Au moment où son attaque atteint sa cible, une gigantesque explosion jaillit vers le ciel, projetant une puissante onde de choc dans toute la zone. Le bruit assourdissant attire immédiatement l'attention de tout le monde, y compris celle de Linda et Kenshi. Tous les deux se tournent rapidement vers la source de l'explosion et découvrent qu'un événement incroyable est en train de se produire. L'entrée du tombeau est en train de s'ouvrir toute seule. Craignant de perdre leur chance si elle se referme, ils courent dans sa direction aussi vite que possible avant de sauter à l'intérieur. Pendant ce temps, Seo poursuit calmement son chemin dans les profondeurs du tombeau. Après avoir marché un moment, il arrive devant un étang mystérieux qu'il reconnaît immédiatement grâce à ses souvenirs du futur. Il sait déjà exactement ce qui se cache sous l'eau. Si une relique est jetée dans l'étang, elle réveillera le serpent qui y dort depuis d'innombrables années. Sans la moindre hésitation, Seo lance sa lame dans l'eau. L'étang paisible commence aussitôt à trembler tandis que de grandes vagues se répandent à sa surface. Quelques instants plus tard, le serpent géant émerge lentement de l'eau et ouvre les yeux après son long sommeil. Il accueille son nouveau visiteur avant d'ouvrir son immense gueule. À l'intérieur se trouvent deux armes reliques de grande qualité. Le serpent demande à Seo laquelle de ces armes il a perdu. Seo sait déjà qu'il ne s'agit de rien d'autre qu'une épreuve. Dans le futur, de nombreux pilleurs de tombeaux cupides ont échoué parce qu'ils avaient menti en prétendant que l'une des armes précieuses leur appartenait. Le serpent punissait immédiatement quiconque répondait de manière malhonnête. Se souvenant de cette leçon, Seo dit calmement la vérité et affirme qu'aucune de ses armes ne lui appartient. Le serpent se réjouit de son honnêteté, il félicite Seo avant de lui présenter sa véritable lame. Tout semble se dérouler exactement comme prévu. Seo lui demande poliment s'il peut examiner son arme de plus près. Le serpent baisse sa garde pendant un très bref instant. Au lieu d'accepter paisiblement sa récompense, Seo attaque soudainement. Il saisit sa lame et frappe le serpent sans prévenir. La créature géante pousse un cri de douleur et lui demande pourquoi il l'attaque après avoir réussi l'épreuve. Seo n'hésite pas à lui répondre. Il explique qu'il ne fait absolument pas confiance aux reliques. Ce n'est pas parce qu'une personne réussit l'épreuve d'une relique qu'elle recevra forcément une récompense équitable. Il existe toujours une possibilité que la relique ait d'autres intentions. Seo se souvient même avoir entendu parler d'un autre pilleur de tombeaux qui avait réussi l'épreuve d'une relique avant de devenir fou et de se transformer en tueur en série. Après avoir entendu des histoires pareilles, Seo n'a aucune intention de prendre des risques inutiles. S'il existe la moindre possibilité que le serpent le trahisse, il préfère éliminer la menace immédiatement. Le serpent entre dans une colère noire et fonce droit sur lui. Seo réagit aussitôt en sautant très haut dans les airs avant d'enfoncer profondément sa lame dans le corps de la créature. Un nouveau rugissement de douleur résonne dans toute la salle. Même après avoir subi une blessure aussi grave, le serpent refuse de s'effondrer. Sachant que des attaques ordinaires ne suffiront pas, Seo active sa technique de domination. Une puissante vague d'énergie jaillit de son corps et pénètre directement dans le serpent. La créature hurle une nouvelle fois tandis que la technique commence à soumettre sa volonté. La domination est une capacité spéciale permettant à son utilisateur de forcer une relique à obéir à ses ordres. Elle s'oppose totalement à l'affinité qui permet au contraire de contrôler une relique en établissant une relation de confiance avec elle. Cependant, aucune de ces deux méthodes n'est considérée comme parfaite. La relation idéale entre une relique et son propriétaire est connue sous le nom de compatibilité. Dans ce cas, les deux parties se comprennent naturellement et combattent ensemble comme si elles ne formaient qu'un. Cette relation est souvent comparée au lien unissant un musicien talentueux à son instrument préféré. Même sous l'effet constant de la domination, le serpent refuse obstinément de se rendre. Il continue à se débattre de toutes ses forces, tentant de résister au contrôle de Seo. Voyant qu'il refuse toujours de se soumettre, Seo décide de mettre toute sa puissance dans une dernière attaque. Il injecte encore plus de force dans sa technique de domination tout en la canalisant directement à travers sa lame. L'énergie déchire le corps du serpent, le faisant hurler encore et encore. Le combat se poursuit pendant plusieurs instants supplémentaires avant que la créature n'atteigne finalement ses limites. La technique de domination de Seo finit par réussir à exorciser complètement le serpent. Après avoir terminé l'épreuve selon ses propres règles, Seo revendique officiellement le serpent comme sa nouvelle relique. En récompense, il reçoit une hache en or et une hache en argent. Une notification du système apparaît immédiatement indiquant que l'ensemble de ses statistiques vient une nouvelle fois d'augmenter. Seo prend quelques instants pour examiner ses améliorations, satisfait du résultat de son pari. Peu de temps après, Linda et Kenshi atteignent enfin l'étang. Convaincus de comprendre le fonctionnement
fonctionnement de l'épreuve, ils reproduisent la même méthode en jetant une relique dans l'eau. Cependant, rien ne se passe. L'étang reste parfaitement immobile. Tous les deux fixent l'eau avec incompréhension, incapables de comprendre pourquoi l'épreuve ne commence pas. Aucun d'eux ne réalise que Seo l'a déjà terminé et s'est emparé de la relique. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur enquête, toute la grotte se met soudainement à trembler violemment. D'immenses fissures se propagent sur les murs, tandis que d'énormes morceaux de roche commencent à tomber du plafond. Comprenant que le tombeau est en train de s'effondrer, Linda et Kenshi abandonnent immédiatement l'épreuve et courent vers la sortie aussi vite que possible. Ils parviennent à s'échapper de justesse avant que le passage ne soit complètement condamné. Ailleurs, de retour à la galerie, les membres restants du gang sont toujours furieux. Leur chef a été arrêté, leur drogue a été saisie et tout ce qu'ils avaient construit s'est effondré à cause de Seo. Un membre du gang nommé Noburu serre les poings et jure qu'il fera payer Seo pour tout ce qu'il leur a fait. À cet instant, son téléphone sonne. Il est stupéfait de découvrir que l'appelant n'est autre que Seo lui-même. Dès que Noburu décroche, Seo lui dit d'oublier les salutations et d'aller droit au but. Il veut que Noburu rassemble le reste du gang car il a une mission pour eux. Seo explique que sa prochaine cible est Midas, la plus grande maison de vente aux enchères secrète au monde située à Las Vegas. Il pense que cette maison de vente détient de précieuses informations qui pourraient l'aider à se préparer aux événements futurs. S'il parvient à y accéder, il possédera un avantage considérable sur tout le monde. Il ordonne à Noburu et à ses hommes d'assister à la vente du mois, d'acheter plusieurs objets bien précis et de surveiller un homme nommé Jack Cayman, plus connu sous le nom de JK. Cependant, Seo pense silencieusement que Jack Cayman n'est pas réellement le véritable pseudonyme d'Ogawara. Noburu lui fait rapidement remarquer qu'il est presque impossible d'entrer chez Midas. Seules les personnes extrêmement riches et influentes sont autorisées à y participer. Seo lui répond simplement de ne pas s'inquiéter des dépenses, il promet de les payer généreusement s'ils accomplissent la mission. Puis, d'une voix calme, il leur rappelle que refuser n'est pas vraiment une option. Ils peuvent soit accepter la mission, soit le laisser les rouer de coups une nouvelle fois. En se souvenant de la manière dont Seo les a écrasés auparavant, Noburu et les autres décident instantanément qu'accepter la mission est de loin le meilleur choix. Le lendemain, Seo se prépare à reprendre sa chasse aux reliques. Avant de quitter son domicile, il jette un regard de l'autre côté de la rue et remarque un journal télévisé diffusé sur un grand écran. Le présentateur annonce qu'un 4e meurtre inexpliqué vient de se produire. Selon le reportage, le suspect aurait tenté de se suicider en s'immolant par le feu. En entendant cela, Seo comprend immédiatement que tout se déroule exactement de la même manière qu'avant l'apparition des premiers tombeaux dans le futur. La chronologie n'a pas autant changé qu'il l'espérait. Alors qu'il continue de marcher, Seo percute accidentellement Kenshi qui le reconnaît immédiatement. Le fait de voir Kenshi à cet endroit révèle quelque chose d'important à Seo. Si Kenshi est apparu ici, cela signifie qu'un autre tombeau est presque certainement sur le point de se manifester. Seo remarque également que Kenshi transporte une relique. Cependant, il est évident qu'il manque encore d'expérience, puisqu'il ne cherche même pas à dissimuler l'aura de celle-ci. Toute personne suffisamment expérimentée pourrait facilement la détecter. Kenshi est encore en train de crier furieusement sur Seo parce qu'il l'a bousculé lorsque le sol se met soudainement à trembler sous leurs pieds. Seo comprend immédiatement qu'un nouveau tombeau est en train d'apparaître. Sans prononcer un mot de plus, il se précipite vers la source de la perturbation, déterminé à y arriver avant tout le monde. Presque au même moment, le téléphone de Kenshi se met à sonner. Pensant recevoir une mise à jour ordinaire, il décroche sans trop y réfléchir. Mais son associé lui annonce une nouvelle stupéfiante. L'homme coréen transportant la hache en or et la hache en argent a été aperçu dans les environs. Dès que Kenshi entend ces mots, tout devient soudainement clair. Il comprend enfin que Seo était depuis le début l'homme mystérieux annoncé dans la prophétie. Après l'apparition complète du tombeau, Seo et les autres se réveillent à l'intérieur de cette mystérieuse sépulture. En regardant autour de lui, Seo remarque immédiatement quelque chose d'étrange. Plusieurs épées brisées sont éparpillées dans toute la zone et beaucoup d'entre elles sont directement plantées dans le sol. À la vue de toutes ces armes détruites, Seo comprend que la relique cachée dans ce tombeau doit être incroyablement puissante. Il examine alors les armes de plus près et reconnaît soudain leur style de fabrication. Il comprend que ces épées ont été forgées par les Muramasa, une célèbre et ancienne famille de forgerons. La famille Muramasa est réputée pour avoir créé des armes extrêmement puissantes et ces épées sont considérées comme des trésors nationaux en raison de leurs tranchants exceptionnels. Leurs armes sont si célèbres que, même après tout ce temps, les gens sont encore capables de les reconnaître grâce à leur fabrication unique. Seo en déduit donc que les épées brisées recouvrant le sol ont sûrement été créées par le clan Muramasa. Il pense également que
le tombeau lui-même doit être étroitement lié à cette famille et à ses armes. Si autant de leurs épées se trouvent dans cet endroit, alors la relique cachée ici pourrait elle aussi avoir un lien avec eux. Cependant, avant que Seo puisse poursuivre ses recherches, son système apparaît soudainement devant lui avec un avertissement important. Il l'informe que l'aura maléfique du tombeau a commencé à attaquer son corps. Seo s'inquiète immédiatement et relève sa manche pour examiner son bras. Il remarque alors que sa peau commence à brûler, comprenant à quel point la situation est dangereuse. Seo sait qu'il doit trouver la relique et s'échapper du tombeau aussi vite que possible. Malheureusement, les choses ne se déroulent pas aussi facilement qu'il l'espérait. Seo continue d'explorer le tombeau, pensant pouvoir trouver la relique assez rapidement. Cependant, l'endroit se révèle bien plus vaste qu'il ne l'imaginait. Il traverse une zone après l'autre, mais il ne trouve toujours aucune trace de la relique. Pour ne rien arranger, même la hache d'or est incapable de la localiser. Seo devient de plus en plus frustré en réalisant que sa méthode habituelle pour découvrir les trésors cachés ne fonctionne pas cette fois-ci. Seo se met alors à penser à Kenshi. Il se souvient que ce dernier le suivait un peu plus tôt et commence à se demander s'il ne connaîtrait pas quelque chose au sujet du tombeau. Seo aperçoit ensuite un groupe de personnes piégées au fond d'une fosse, mais ce qui attire surtout son attention, c'est une lycéenne complètement hors de contrôle après avoir été empoisonnée par une relique. Toute personne blessée par la lame de cette relique finirait dans le même état qu'elle. Seo interpelle les personnes au fond de la fosse et leur demande qui les a poussées là-dedans. Lorsqu'il apprend que Kenshi est responsable, il comprend que ce dernier les a offerts en sacrifice afin de faire apparaître le pont sacré. Après cela, Seo sort l'artefact qu'il a volé à Kenshi et découvre qu'il s'agit en réalité d'une relique spéciale appartenant aux frères et sœurs du soleil et de la lune. Son système s'illumine alors et l'informe qu'il vient d'éveiller 4 nouvelles compétences. Seo décide immédiatement de les mettre à l'épreuve en sautant dans la fosse pour affronter la jeune fille possédée. Après un combat difficile, il parvient à l'attacher avec sa corde relique et réussit à la libérer de la malédiction. Seo demande ensuite aux autres civils où se trouve Kenshi. L'un d'eux lui répond qu'il a été aperçu pour la dernière fois en train de traverser le pont avant de s'enfoncer plus profondément dans le tombeau. En entendant cela, Seo suppose que Kenshi a dû obtenir cette information auprès de l'utilisateur de la relique prophétique. Mettant cela de côté, la jeune fille qui était possédée demande à Seo de retirer la corde relique qui l'attache. Il la rétracte donc immédiatement et la libère. Pendant ce temps, Kenshi traverse le pont tout en parlant au téléphone avec l'un de ses collègues. Lorsqu'il atteint enfin la fosse, il suppose que les personnes qu'il y a poussées ont déjà été sacrifiées. Il se laisse alors glisser à l'intérieur et commence à chercher la relique. Cependant, après avoir fouillé pendant un moment, Kenshi commence à perdre patience car tout ce qu'il voit, ce sont des épées brisées et il ne parvient toujours pas à trouver le Muramasa. Mais juste au moment où il commence à s'énerver, le même groupe de personnes qu'il avait poussé dans la fosse surgit soudainement de nulle part et se rue sur lui. Ils encerclent immédiatement Kenshi et commencent à le rouer de coups. Pendant qu'ils le frappent, Kenshi regarde derrière eux et aperçoit Seo debout, seul. Il comprend aussitôt que Seo est forcément à l'origine de tout cela. Seo se moque alors de Kenshi en lui disant qu'il est vraiment mauvais dans son travail puisqu'il avait une longueur d'avance et qu'il n'a malgré tout pas réussi à trouver la relique. Une fois cela réglé, Seo utilise sa hache d'or pour localiser la lame Muramasa. Dès qu'il trouve son emplacement, il utilise son pouvoir pour faire voler l'épée directement jusqu'à ses mains. La lame Muramasa reconnaît alors Seo comme son nouveau porteur. Cependant, elle l'avertit que s'il souhaite en prendre totalement le contrôle et libérer sa véritable puissance, il devra d'abord tuer 10 humains, car l'épée a besoin de 100 humains pour activer l'ensemble de ses capacités. Mais Seo refuse de tuer des innocents simplement pour obtenir davantage de pouvoir. À la place, il utilise sa compétence domination pour forcer l'épée Muramasa à obéir à ses ordres et à se soumettre à lui. Le Muramasa résiste pendant un moment au contrôle de Seo, mais celui-ci finit par prendre le dessus et par le dompter. L'épée commence alors à briller d'une aura bleue, laissant Kenshi complètement stupéfait par ce qu'il vient de voir. Après cela, les civils commencent à sortir de la fosse. Seo remarque alors que Kenshi tente de s'éclipser discrètement. Il s'approche donc de lui tapote l'épaule et lui fait comprendre qu'il ne trompe personne. Kenshi se met immédiatement à supplier Seo de le laisser sortir de la fosse. Il lui promet même toutes sortes de récompenses s'il l'aide à s'échapper. Mais Seo ne s'intéresse à rien de ce que Kenshi peut lui offrir. À la place, il lui enfonce simplement le
le genou dans l'estomac avant de sortir lui-même de la fosse. En partant, Seo ordonne au tombeau de se refermer, celui-ci obéit, provoquant la chute de plusieurs énormes rochers qui écrasent Kenshi à l'intérieur. Pendant ce temps, le parlement japonais regarde les informations et son président devient extrêmement furieux car tout le monde ne parle plus que des tombeaux et des reliques. Il est particulièrement en colère contre Mori, le chef de l'équipe d'excavation, puisque ce dernier lui avait déjà assuré qu'il s'occuperait de tout. Mori affirme alors au président que la situation est différente désormais. Comme Seo est devenu leur principal problème, il promet de l'éliminer personnellement. Pendant ce temps, dans une salle de bain, Seo examine son bras couvert de cicatrices et comprend rapidement que ses blessures sont dues à l'utilisation de sa compétence domination. Chaque fois qu'il emploie cette capacité pour prendre le contrôle d'une relique, celle-ci est réinitialisée, mais le processus endommage également son propre corps. Plus la relique est puissante, plus les dégâts subis par Seo sont importants. Il comprend donc qu'il ne survivra pas longtemps s'il continue d'utiliser domination de cette manière. Seo continue de se plaindre de ses blessures pendant un moment, puis plonge la main dans sa poche et en sort une petite relique en forme de pilule. Il décide de l'avaler et dès qu'il le fait, il est stupéfait de voir toutes les brûlures sur son corps disparaître complètement. En plus de cela, il obtient également une nouvelle capacité appelée tolérance. Allongé sur son lit, Seo comprend rapidement que la compétence tolérance lui permet de neutraliser les poisons. Cela lui rappelle le corbeau qu'il a envoyé dans ce monde et il commence à se demander pourquoi celui-ci chercherait volontairement à lui rendre la vie beaucoup plus facile. Son système l'informe alors soudainement qu'une relique de rang S est en train de l'observer. Seo se demande aussitôt s'il pourrait s'agir du livre des prophéties, un ancien trésor du Japon. Contrairement aux reliques ordinaires, le livre des prophéties ne crée pas de tombeau. À la place, il choisit lui-même son propriétaire et la personne qu'il a sélectionnée est une jeune fille nommée Yuka. Le gouvernement japonais a rapidement découvert l'existence du livre et a proposé à Yuka une offre généreuse afin de pouvoir l'utiliser lors de ses opérations d'excavation. Tout s'est bien passé pendant un certain temps, mais Yuka n'a jamais vraiment été du genre studieuse et elle a toujours eu du mal à comprendre la langue ancienne du livre. Puis, un jour, une étrange prophétie est soudainement apparue et il était évident que les choses s'étaient très mal terminées pour Yuka. Dans le présent, il est enfin temps pour elle de consulter une nouvelle fois le livre des prophéties. Cependant, elle est bouleversée lorsque le livre lui annonce soudainement qu'elle va mourir. Toutefois, cette situation fait en réalité partie du plan de Seo. Il se trouve désormais au Japon, assis dans un restaurant où il mange tranquillement des sushis en attendant que les agents japonais fassent irruption. Ils savent qu'ils doivent penser qu'il est venu pour tuer Yuka. Les agents demandent alors à Yuka de jouer le jeu, de servir Seo comme un client ordinaire et de le regarder directement dans les yeux afin que le livre des prophéties puisse le marquer complètement. Ils lui ordonnent également de leur faire signe si quelque chose d'inhabituel se produit. Yuka entre dans le restaurant et tombe immédiatement sous le charme de Seo car elle le trouve incroyablement séduisant. Lorsque Seo porte soudainement la main à son épée, les agents à l'extérieur se préparent aussitôt à intervenir. Mais avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit, Yuka ferme brusquement la porte, les empêchant d'entrer. Yuka commence alors à flirter avec Seo par message, puisque tous les deux ne parlent pas la même langue. Seo reconnaît que Yuka dégage une énergie très attirante. Alors il décide de se prêter lui aussi au jeu de la séduction. Pendant ce temps, les agents continuent d'attendre dehors, totalement inconscients de ce que Seo est en train de préparer. Soudain, une explosion retentit à l'intérieur du restaurant. Lorsque la fumée se dissipe, les agents découvrent qu'ils ont été ligotés par la corde relique de Seo. Celui-ci sort ensuite tranquillement du restaurant, accompagné de Yuka. Laissant les agents attachés derrière eux, Seo se tourne vers elle et lui demande où elle souhaite aller pour leur premier rendez-vous. Seo et Yuka sortent dans la rue et Seo lui dit à quel point il est incroyable que ses soldats aient réellement prévu de l'envoyer sur la ligne de front. Yuka acquiesce et ajoute que c'était vraiment agaçant de les voir la surveiller partout où elle allait. Seo se contente de lui tapoter la tête et suggère qu'il devrait peut-être causer quelques ennuis à ces imbéciles. Alors qu'ils continuent de marcher ensemble, Yuka commence à comprendre que Seo n'est pas la personne maléfique que tout le monde décrivait. D'après tout ce qu'elle a vu jusqu'à présent, quelqu'un comme lui ne lui ferait jamais réellement de mal. Comme elle pense que Seo ignore sa véritable identité, elle se dit qu'elle pourra secrètement lire son avenir maintenant qu'ils se sont enfin rencontrés. Cependant, elle se souvient soudain qu'elle a laissé le livre des prophéties chez elle. Lorsqu'ils arrivent dans un endroit calme où il n'y a personne, Seo place soudain son épée contre la gorge de Yuka. Il écrase ensuite son téléphone sous son pied avant de lui dire calmement qu'il sait déjà qu'elle est celle qui possède le livre des prophéties. En entendant cela, Yuka est terrifiée. Elle commence à paniquer intérieurement en réalisant que Seo
Seo connaissait sa véritable identité depuis le début. Un peu plus tard, ils s'installent tous les deux dans un bar à proximité. Seo pose un carnet sur la table et demande à Yuka d'y écrire toutes les prophéties qu'elle voit dans le livre des prophéties. Yuka essaie de lui expliquer qu'elle ne peut pas le faire parce qu'elle a laissé le livre chez elle. Cependant, Seo balaie immédiatement cette excuse. Il lui dit de simplement toucher le tatouage sur son corps et de prononcer les mots « livre des prophéties » et la relique apparaîtra. Yuka fait exactement ce que Seo lui demande et reste stupéfaite lorsque le livre des prophéties apparaît soudain juste devant elle. Seo lui ordonne ensuite de commencer à noter toutes les prophéties qu'elle peut trouver. Il l'avertit de n'en oublier aucune car chacune d'entre elles pourrait finir par être importante. Yuka passe beaucoup de temps à tout écrire, remplissant page après page de prophéties tirées du livre. Après avoir écrit pendant un long moment, elle finit par poser son stylo et dit à Seo qu'elle ne peut plus continuer parce que sa main lui fait trop mal. Elle lui propose même de lui remettre directement le livre des prophéties et lui demande s'il peut simplement la laisser partir. Cependant, Seo refuse immédiatement. Il lui explique que s'il était aussi simple de s'emparer du livre des prophéties, il l'aurait fait lui-même depuis longtemps. Le livre est une relique légendaire de rang S et tenter de le soumettre de force à son contrôle grâce à sa capacité de domination entraînerait une pénalité énorme. Seo se rappelle que Muramasa n'était qu'une relique de faible rang et pourtant, le forcer à lui obéir avait failli lui brûler entièrement la main. En comparaison, le livre des prophéties se situe à un tout autre niveau. S'il essayait d'utiliser domination sur une relique de rang S comme celle-ci, il est certain que le contre-coup serait probablement assez puissant pour le tuer sur le champ. Puis, après un petit moment, Seo se lève et dégaine son épée. Yuka suppose immédiatement qu'il est sur le point de la tuer, alors elle tente désespérément de le convaincre qu'elle peut lui être utile. Elle lui dit qu'elle peut l'aider grâce au livre des prophéties et que la garder en vie lui serait bien plus profitable que de se débarrasser d'elle. Cependant, Seo lui répond qu'elle a tout faux. Sans ajouter un mot, il abat son épée et détruit le livre des prophéties, provoquant une petite explosion. Dès que la relique est détruite, Yuka perd soudain connaissance. Tandis qu'elle s'effondre, Seo murmure qu'il fait tout cela pour son propre bien. À cet instant, le système de Seo s'illumine et l'informe qu'il a gagné un nombre considérable de points supplémentaires. Avant qu'il ait le temps d'y réfléchir davantage, un groupe de soldats fait soudain irruption dans le bâtiment à la recherche du livre des prophéties. Cependant, Seo leur dit calmement qu'ils arrivent trop tard. Il se contente de désigner la relique détruite et leur montre que le livre a déjà été réduit en morceaux. Les soldats perdent immédiatement leur sang-froid et se préparent à ouvrir le feu sur Seo. Cependant, Seo lance nonchalamment une relique gélatineuse dans la main de Mori. Celle-ci libère instantanément l'odeur du plat préféré de chaque personne, plongeant tous ceux qui la respirent dans un état proche de la transe. Chaque soldat perçoit l'arôme. Quelques instants plus tard, ils commencent tous à se battre entre eux pour un bol imaginaire de gâteau de riz. Pendant qu'ils sont complètement distraits, Seo s'éclipse discrètement. Lorsqu'ils reprennent enfin leurs esprits, Seo est déjà à bord d'un vol à destination de Las Vegas. Pendant le vol, Seo repense à l'incident connu sous le nom de Grande Tombification. Il y a longtemps, le monde entier a été englouti par un tombeau colossal. C'est cet événement qui a conduit à la dispersion des reliques à travers le monde. Seo se souvient également avoir entendu parler du légendaire jardin souterrain de la cupidité, et il est convaincu que ce nom désigne la vente aux enchères de Midas organisée à Las Vegas. Peu après, Seo arrive à Las Vegas et retrouve son partenaire. Ensemble, ils commencent à examiner la liste des participants attendus à la vente aux enchères. L'homme que Seo recherche se nomme Ogawara Taisei, et il est presque certain qu'Ogawara sera présent. Seo parcourt ensuite la liste des reliques qui seront mises aux enchères. Cependant, il est stupéfait lorsqu'il comprend qu'aucune d'entre elles n'est une relique de rang divin. Cela le laisse immédiatement perplexe car la prophétie indiquait clairement que quelque chose de bien plus précieux apparaîtrait. Malgré tout, Seo décide qu'il participera quand même à la vente. Son associé lui rappelle rapidement que les enchères commencent à 1 milliard et que Seo ne possède évidemment pas une telle somme. Seo le sait déjà, mais il se contente de rappeler à Nobori qu'ils se trouvent à Las Vegas. Selon lui, il reste encore énormément d'argent à gagner avant le début de la vente aux enchères. Au même moment, un mystérieux homme d'affaires reçoit un appel l'informant que Seo a détruit à lui seul le livre des prophéties. Son interlocuteur lui demande s'ils doivent traquer Seo et l'éliminer pour ce qu'il a fait. Cependant, l'homme d'affaires rejette immédiatement cette idée. Au lieu de tuer Seo, il veut le recruter. Il pense que Seo pourrait devenir un allié extrêmement précieux s'ils parviennent à le rallier à leur camp. Pendant ce temps, Seo se trouve déjà à l'intérieur de l'un des casinos. Rapidement, il attire une foule immense après avoir remporté plusieurs jackpots d'affilée. Son incroyable série de victoires attire vite l'attention du personnel du casino, qui commence à soupçonner qu'il pourrait tricher.
Les responsables du casino arrêtent Seo et l'inspectent minutieusement, examinant toutes ses affaires à la recherche de quelque chose de suspect. Cependant, le seul objet inhabituel qu'ils trouvent est un simple porte-clés. Ce qu'ils ignorent, c'est que ce porte-clés est en réalité la hache d'or de Seo dissimulée sous cette apparence. Seo utilise secrètement sa capacité à attirer la richesse, ce qui lui permet de décrocher jackpot après jackpot sans éveiller trop de soupçons. À cet instant, le mystérieux homme d'affaires apparut plus tôt entre soudainement dans le casino. Dès que Seo le voit, il le reconnaît immédiatement comme étant Takuya. Seo sait que si quelqu'un comme Takuya s'est déplacé en personne, c'est que quelque chose de majeur est sur le point de se produire. Peu après, Seo aperçoit enfin Tae-jun, son ancien patron. Dès que leurs regards se croisent, l'expression de Seo devient sérieuse tandis qu'il le fixe intensément. Cependant, Tae-jun passe simplement devant lui puisque les deux hommes se sont pas encore officiellement rencontrés. Seo ne peut s'empêcher de sourire intérieurement. Il est convaincu qu'avant la fin de la nuit, il repartira avec toutes les reliques de valeur qui méritent d'être récupérées. Mais à cet instant, Noboru l'avertit soudain que le sac qu'il transporte tremble violemment. Seo l'ouvre rapidement et voit la hache d'argent vibrer frénétiquement comme prise de panique. Seo comprend immédiatement ce qui se passe. La hache d'argent ne réagit de cette manière que lorsque des ennemis à proximité convoitent la richesse de quelqu'un. Cela signifie que des individus dangereux se trouvent quelque part tout près et qu'ils l'ont déjà pris pour cible. Seo balaye rapidement le casino du regard, essayant de comprendre d'où vient la menace. C'est alors qu'il remarque que les personnes présentes dans tout le casino commencent soudainement à paniquer pour des raisons complètement différentes. En voyant toutes ces réactions étranges, Seo se demande ce qui est exactement en train de se passer. À cet instant, une magnifique jeune femme blonde entre dans la salle et dès que Seo la voit, il la reconnaît immédiatement comme étant Irene, la fille de la famille Hilton. Dans sa vie précédente, Irene faisait partie des rares personnes possédant un pouvoir incroyablement terrifiant. Elle était connue sous le nom de Reine de la faillite, car toute personne restant près d'elle finissait tôt ou tard frappée par une terrible malchance. En se souvenant de cela, Seo comprend que la chose la plus intelligente à faire est de rester aussi loin d'elle que possible. Seo fait immédiatement demi-tour et tente de partir, mais Irene le remarque aussitôt et commence à marcher droit vers lui. Seo accélère le pas, espérant sortir avant qu'elle ne le rattrape. Cependant, au moment où il tend la main vers la poignée de la porte, celle-ci lui envoie soudain une décharge électrique. Au même instant, son système apparaît et l'informe qu'une présence inquiétante émane de la porte. Avant que Seo puisse réagir, Irene le rattrape et lui saisit le bras. Elle lui dit poliment qu'elle souhaite lui demander un service. Dès qu'elle le touche, Seo voit ses statistiques commencer à chuter à une vitesse alarmante à cause de la terrible malchance d'Irene. Il retire rapidement son bras et lui demande ce qu'elle veut. Irene demande à Seo s'il est la personne qui a remporté plusieurs jackpots d'affilée. Elle lui explique qu'elle l'observait et qu'elle souhaite connaître le secret derrière son incroyable chance. Seo nie immédiatement savoir quoi que ce soit à ce sujet. Cependant, avant qu'il puisse ajouter autre chose, ses subordonnés interviennent soudainement dans la conversation. Ils disent à Seo de ne pas gâcher une occasion aussi parfaite de parler à une belle jeune femme. Seong-woo s'approche immédiatement et essaie de demander son numéro à Irene. Dès qu'il le fait, la malchance d'Irene s'active. En quelques secondes, toutes les personnes autour d'eux sont soudainement frappées par une mystérieuse épidémie. Seo tente immédiatement de s'enfuir avant que la malchance ne l'atteigne lui aussi, mais il fonce droit dans la porte verrouillée. En le voyant pris au piège, Irene s'approche et s'excuse. Elle explique qu'elle sait déjà que toutes les personnes qui s'approchent d'elle finissent par subir une terrible malchance. C'est exactement pour cette raison qu'elle voulait connaître le secret de Seo. Elle espère qu'en l'apprenant, elle pourra peut-être enfin devenir quelqu'un qui apporte du bonheur aux autres, plutôt que du malheur. Seo plonge son regard dans les yeux innocents d'Irene et n'arrive pas à croire qu'elle soit la même personne qu'il connaissait dans sa vie précédente. À l'époque, elle était cruelle, impitoyable et redoutée de tous. La douce jeune femme qui se tient aujourd'hui devant lui ne pourrait pas être plus différente. À cet instant, le système de Seo apparaît de nouveau. Il l'informe que sa compétence tolérance s'est activée, réduisant de moitié les effets des reliques ennemies. Seo comprend immédiatement qu'il s'agit de la même compétence qu'il a obtenue après avoir mangé la relique en forme de pilule un peu plus tôt. Dès qu'il comprend son fonctionnement, un léger sourire se dessine sur son visage. Il n'a désormais plus besoin d'éviter Irene puisque sa malchance l'affecte beaucoup moins. En réalité, Seo comprend que rester près d'Irene pourrait même jouer en sa faveur. Sa malchance réduira celle de toutes les autres personnes autour d'eux, lui donnant ainsi un avantage encore plus important. Avec cette idée en tête, Seo demande à Irene de l'accompagner jusqu'à la salle des enchères. Lorsqu'ils y arrivent, Seo remarque que près des 2/3 du public ont déjà disparu, incapables de supporter la terrible
possible malchance d'Irène. Il entend même dire que l'entreprise de Taejun a soudainement pris feu. Malgré cela, Taejun est toujours présent à la vente aux enchères, ce qui indique à Seo que les reliques mises en vente aujourd'hui doivent être bien plus précieuses que tout ce qui peut se passer à l'extérieur. En attendant le début de la vente, Seo réfléchit à la véritable gentillesse d'Irène. Il comprend que la seule raison pour laquelle elle est finalement devenue la redoutée reine de la faillite dans sa vie précédente est que sa relique avait complètement détruit sa vie et lentement déformé sa personnalité jusqu'à la rendre cruelle. Un instant plus tard, Irène remercie Seo d'avoir accepté de lui faire visiter le casino. Seo se contente de sourire et lui dit que cela ne le dérange absolument pas. Ses paroles bienveillantes rendent Irène sincèrement heureuse. Au moment précis où son humeur s'améliore, le sol commence soudainement à trembler. Le système de Seo l'avertit immédiatement que plus Irène devient heureuse, plus le pouvoir de sa relique s'intensifie, provoquant une malchance encore plus grande pour toutes les personnes qui l'entourent. Le tremblement de terre se poursuit pendant plusieurs instants avant de finalement s'arrêter lorsqu'Irène se calme de nouveau. Seo lui dit doucement de ne pas se tenir responsable de sa malchance. Il ajoute qu'un jour, elle pourrait même devenir quelqu'un qui apporte du bonheur aux personnes qui l'entourent au lieu de les faire souffrir. Seo continue de parler avec Irène pendant un long moment, donnant l'impression que résoudre son problème sera facile. Au moment où la vente aux enchères commence officiellement, presque tous les participants ont complètement perdu la raison à cause de l'écrasante malchance. Les gens commencent à se disputer presque toutes les reliques présentées sur scène, faisant monter les prix toujours plus haut. Cependant, la capacité de domination de Taejun se révèle incroyablement puissante. Il reste presque totalement insensible à la relique d'Irène et parvient à remporter plusieurs enchères importantes. Chaque fois que Taejun montre de l'intérêt pour ce qui semble être une relique sans valeur, Seo augmente volontairement le montant de l'enchère. Il sait que Taejun ne gaspillerait pas son argent pour quelque chose qui ne possède pas une valeur cachée. Après un certain temps, Seo réussit à rayer plusieurs reliques précieuses de sa liste. Malgré cela, la relique de rang divin mentionnée dans la prophétie n'est toujours pas apparue, ce qui lui fait se demander si la prophétie était peut-être erronée. Mais soudain, tout change. Le commissaire-priseur annonce une relique spéciale appelée le mystérieux jeune amandier. Dès que Seo entend ces mots, ses yeux s'écarquillent en sous le choc. Il comprend immédiatement que ce prétendu jeune amandier est en réalité le légendaire arbre de la vie éternelle. Seo lève la main pour faire une offre et Taejun lève immédiatement la sienne afin de l'égaler. Cela suffit à convaincre Seo que Taejun sait probablement ce qu'est réellement l'arbre de vie. Il y a bien longtemps, un monarque légendaire qui régnait sur l'ancien royaume de Dahlia devint obsédé par l'idée d'obtenir l'immortalité. Il passa des années à chercher l'arbre de vie, espérant que celui-ci lui permettrait de vivre éternellement. Avant que Seo ne retourne dans le passé, le poison des reliques avait entièrement détruit son corps. La seule chose qu'il maintenait en vie était le fruit de l'arbre de vie. Cependant, ce fruit se trouvait entre les mains de Taejun, raison pour laquelle Seo n'avait eu d'autre choix que d'accomplir toutes ses basses besognes simplement pour survivre. Maintenant qu'il a reçu une seconde chance, Seo sait qu'il ne peut pas laisser Taejun obtenir à nouveau l'arbre de vie. S'il y parvient, il sera forcé d'affronter une nouvelle fois ce même avenir misérable. L'expression de Seo change immédiatement lorsque le commissaire-priseur annonce que l'arbre de vie est largement connu comme une simple drogue, améliorant la puissance masculine. En entendant cela, la foule s'enthousiasme aussitôt. Profitant de l'ambiance, le commissaire-priseur ouvre les enchères à 200 000 $. Sans perdre une seule seconde, Taejun choque tout le monde en faisant une offre de 10 millions de $. Toute la salle reste silencieuse pendant un instant après avoir entendu une somme aussi extravagante. Même Seo commence à transpirer légèrement. À mesure que d'autres riches enchérisseurs décident de participer, le prix continue de grimper jusqu'à ce que l'offre la plus élevée atteigne finalement 50 millions de $. Seo commence à trembler en entendant des montants aussi élevés car il n'aurait jamais imaginé que les enchères puissent aller aussi loin. Puis, sans la moindre hésitation, Taejun augmente une nouvelle fois le prix et propose 100 millions de $. Après un bref silence, aucun autre enchérisseur ne répond. Voyant que personne ne se manifeste, le commissaire-priseur s'apprête à conclure la vente et à céder l'arbre de vie à Taejun pour 100 millions de $. Juste avant que le marteau ne s'abatte, Seo fait discrètement signe à Irène. Elle lève calmement la main et propose une nouvelle offre de 150 millions de $. Toute la salle reste sans voix, même Taejun est complètement pris au dépourvu car personne ne s'attendait à ce qu'une enchérisseuse inconnue augmente soudainement le prix d'une somme aussi importante. Refusant d'abandonner, Taejun fait désespérément monter l'offre à 160 millions de $. Une guerre d'enchères acharnée s'engage alors entre lui et Irène, tandis que le prix continue de grimper toujours plus haut. Finalement, Irène porte l'offre à la somme
incroyable de 300 millions de dollars. Alors que Tae-jun s'apprête à faire une nouvelle offre, son assistant l'arrête rapidement. Il lui explique que la femme qui enchérit contre lui est Irene, la plus jeune fille de la famille Holton. En matière d'argent, il lui est tout simplement impossible de rivaliser avec elle. Tae-jun s'en moque et se prépare à risquer toute sa fortune uniquement pour remporter l'arbre de vie. Malgré tout, son assistant le retient physiquement afin de l'empêcher de faire une autre offre, ce qui fait d'Irene la gagnante des enchères. Une fois les enchères terminées, l'un des employés informe Irene qu'ils vont commencer à préparer l'arbre de vie pour elle. Seo remercie sincèrement Irene de l'avoir aidé à remporter la vente, bien qu'il admette se sentir un peu coupable à cause de l'énorme somme qu'elle a dû dépenser. Irene répond simplement que cela ne la dérange pas. Si acheter l'arbre de vie peut résoudre son problème, alors l'argent n'a absolument aucune importance pour elle. Elle demande ensuite à Seo s'il a trouvé quelque chose capable de supprimer sa terrible malchance, peut-être un talisman spécial ou une sorte de relique. Seo lui répond que la véritable solution consiste à se débarrasser de l'étrange objet qui la suit depuis tout ce temps. Au fond de lui, Seo sait déjà exactement de quel objet il s'agit. Irene n'a qu'à jeter la relique de la faillite et sa malchance disparaîtra avec elle. Résoudre son problème lui est également bénéfique car il pourra récupérer la relique pour lui-même. Au final, c'est la situation parfaite puisqu'elle lui permet de faire d'une pierre deux coups. Seo reste complètement stupéfait lorsqu'Irene lui affirme que rien ne la suit. Après avoir réfléchi un instant, il lui pose une autre question. Il veut savoir si un étrange tatouage est soudainement apparu quelque part sur son corps. À l'instant où Seo voit la réaction d'Irene, il comprend qu'il avait raison. Ce genre de tatouage est un signe évident d'une relique liée. Seo se souvient immédiatement du tatouage sur le bras de Yuka. Cette marque prouvait l'existence du contrat qui faisait d'elle la propriétaire du guide du futur. Contrairement aux reliques consommables, les reliques liées ne peuvent être utilisées que par la personne à laquelle elles sont attachées. Personne d'autre ne peut se servir de leur pouvoir. Irene montre alors à Seo plusieurs photos de l'étrange tatouage. Dès qu'il les voit, il reconnaît immédiatement ce qu'elles représentent. Ces marques appartiennent à une relique parasite, un type de relique extrêmement rare qui infecte son propriétaire et devient une partie de son corps. En comprenant cela, Seo réalise qu'arracher la relique à Irene ne sera pas aussi facile qu'il le pensait au départ. Au lieu de forcer les choses, Seo dit à Irene qu'ils devraient prendre leur temps et chercher une autre solution. Il lui donne son numéro de téléphone et lui promet qu'il ne va pas disparaître ni l'abandonner en cours de route. Irene est soulagée de l'entendre et accepte avec joie. Cependant, au fond de lui, Seo a une raison totalement différente de rester proche d'elle. S'il ne peut pas voler le pouvoir de la relique pour lui-même, alors la meilleure option suivante consiste à garder la relique et sa propriétaire aussi près de lui que possible. Laissant cette affaire de côté, l'un des employés arrive avec l'arbre de vie ainsi que tous les autres objets inclus dans l'enchère gagnante. L'employé demande à Seo s'il souhaite de l'aide pour tout transporter à l'extérieur, mais Seo refuse poliment et affirme avec assurance qu'il a déjà quelqu'un pour l'aider. Seo appelle Arai s'attendant à ce qu'il réponde immédiatement. Mais même après l'avoir appelé plusieurs fois, personne ne lui répond. À cet instant, Seo comprend déjà parfaitement ce qui est en train de se passer. La scène se déplace alors vers Arai et son groupe qui courent dans les rues en transportant plusieurs sacs de voyage remplis de l'argent de Seo. Leur plan est simple, ils vont quitter la ville avant que Seo ne découvre ce qui s'est passé car il pense qu'il ne pourra jamais les retrouver après cela. Au moment où ils pensent avoir réussi à s'échapper, une hache d'argent vole soudainement droit vers le visage d'Arai. Elle le manque de seulement quelques centimètres avant de se planter non loin de lui. Arai se fige sous le choc tandis que Seo sort calmement de l'ombre et exige de savoir comment ils ont osé voler son argent. Arai ne comprend pas comment Seo a réussi à les retrouver aussi rapidement. Seo lui explique avec désinvolture que la hache d'argent l'a elle-même conduit directement jusqu'à leur position. Maintenant qu'il les a retrouvés, il promet de faire payer chacun d'entre eux pour l'avoir trahi. Seo sort alors une étrange pierre ponce et active son pouvoir. La relique invoque instantanément un gigantesque pilier de pierre derrière lui. Il explique qu'il s'agit d'une ancienne relique célèbre pour contrer les attaques ennemies et qu'il vient de la remporter lors des enchères d'aujourd'hui. Puisqu'il ne l'a obtenue qu'il y a peu de temps, c'est l'occasion idéale de tester ce qu'elle est réellement capable de faire. Selon Seo, la relique ne se contente pas de renvoyer les attaques, elle peut également détecter les actions futures d'une personne et la punir avant même qu'elle ne les accomplisse. Dès qu'il active sa capacité, Arai et tous les membres de son équipe découvrent soudain de lourdes menottes serrées autour de leurs poignets. Ce sont les menottes de la trahison. Après quelques secondes, les menottes disparaissent mystérieusement, laissant Arai et les autres complètement perplexes. Seo leur explique alors qu'ils sont désormais liés par le code d'Hammurabi. Tant qu'ils resteront loyaux, absolument rien ne leur arrivera, mais à l'instant même où ils penseront à le trahir
de nouveau, leurs corps seront immédiatement réduits en morceaux. En entendant cela, Arai et ses deux acolytes présentent immédiatement leurs excuses et promettent que cela ne se reproduira plus. Seo les emmène ensuite chez lui et leur explique que leur travail consiste à cueillir les fruits de l'arbre de vie. Sans perdre une seconde, tous les trois se mettent au travail. Au début, la relique se plaint, mais au bout d'un moment, elle commence à apprécier leurs gestes, car leurs mains sont particulièrement douces. Seo est surpris par cette réaction et en conclut qu'ils doivent avoir une très forte affinité avec la relique. Il se souvient avoir essayé de se lier à l'arbre de vie la veille au soir, mais il avait complètement échoué. À cet instant, Seo reçoit un appel provenant d'un numéro familier. Il s'agit de Taejun, celui-ci va droit au but et lui dit qu'il souhaite discuter de l'arbre de vie que Seo possède désormais. Mais Seo coupe immédiatement court à la conversation en affirmant qu'ils n'ont rien à se dire avant de raccrocher. Cet appel agace légèrement Taejun. Son assistant s'approche alors de lui et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il affirme que si Taejun lui donne accès aux reliques de l'entreprise, il pourra récupérer l'arbre de vie sans grande difficulté. Plus tard dans la soirée, Seo est assis seul dans un bar et repense à l'avertissement que la hache d'argent lui a donné quelques jours plus tôt. Cet avertissement signifiait que Taejun avait commencé à le traquer, mais jusqu'à présent, Seo n'a remarqué aucun signe de sa présence. Un instant plus tard, l'assistant de Taejun, Takuya, entre dans le bar. En le voyant, Seo comprend qu'ils le prennent vraiment de haut s'ils n'ont envoyé que Takuya. Takuya interpelle Seo, mais celui-ci l'ignore complètement. Après que Takuya a répété son nom plusieurs fois, Seo se retourne soudainement et lui enfonce son coude dans l'estomac, le projetant au sol. Cette attaque met Takuya hors de lui. Le système de Seo l'informe immédiatement que Takuya a totalement perdu son sang-froid, ce qui affaiblit sa domination. C'était exactement ce que Seo voulait. Il savait que la capacité relique de Takuya dépendait fortement de son calme et du maintien de sa domination. Maintenant qu'il a perdu son sang-froid, il perd temporairement la capacité d'utiliser les reliques. Seo continue de le provoquer, ce qui rend Takuya encore plus furieux. Incapable de se contrôler, Takuya fonce droit sur Seo et tente d'activer une relique empoisonnée. Mais Seo ne bouge même pas, car il ne se passe absolument rien. Le poison ne sort jamais. Seo se contente de saisir Takuya par la tête et de lui écraser le visage contre le comptoir, tout en lui rappelant que lorsque sa domination est affaiblie, il est incapable d'utiliser des reliques. Takuya se tourne vers Seo et reste complètement stupéfait qu'il en sache autant sur les reliques. Sans dire un mot de plus, Seo ramasse la relique et la soumet facilement grâce à son immense domination. Une fois que la relique lui obéit, Seo verse sa poudre sur le dos de Takuya. Cette relique est en réalité une relique liée de rang A, créée à l'origine parmi les esclaves d'Afrique. Toute personne qui touche cette poudre ou qui en respire, ne serait-ce qu'une infime quantité, perd temporairement la raison et devient un zombie dépourvu de toute volonté. Comme prévu, c'est exactement ce qui arrive à Takuya. En le voyant réduit à l'état de zombie sans conscience, Seo estime que cela devrait suffire à ralentir les plans de Taejun pendant quelque temps. Le lendemain, Takuya est enfermé dans une cellule de détention au siège de Taejun. Même après une journée entière, il continue d'errer comme un zombie sans cervelle. Plusieurs agents demandent à Taejun ce qu'ils doivent faire de lui, mais celui-ci se moque complètement de son état. Il leur ordonne d'oublier Takuya et de se concentrer sur la récupération de toutes les reliques qui étaient censées être en sa possession. Les agents expliquent nerveusement que lorsque Takuya a été placé en détention, ils n'ont trouvé absolument aucune relique sur lui. Cette nouvelle ne fait qu'attiser davantage la colère de Taejun. Furieux de voir que ses reliques, comme son agent, sont désormais inutiles, il ordonne immédiatement à ses hommes de contacter son avocate, Masako, le plus rapidement possible. Le lendemain, Seo arrive à l'aéroport accompagné d'Arai et du reste de ses acolytes. La plupart des bagages qu'il transporte sont remplis des précieuses reliques que Seo est parvenu à rassembler jusqu'à présent. En regardant tout ce qu'il a accumulé, Seo est convaincu que ces reliques lui permettront d'en obtenir d'autres encore plus puissantes à l'avenir. Juste avant d'embarquer, l'avocate de Taejun, Masako, apparaît soudainement et lui demande à lui parler. Cette rencontre fait finalement manquer son vol à Seo. Masako lui explique qu'elle est venue au nom de Taejun afin de lui proposer un contrat. Selon les termes de cet accord, Seo recevra immédiatement un paiement de 100 millions de dollars. Ensuite, il continuera à percevoir un généreux salaire mensuel et Taejun promet que personne n'interférera dans sa vie privée. En échange, Seo n'a qu'une seule chose à faire, devenir l'un des subordonnés de Taejun et travailler pour son organisation. Seo ne réfléchit même pas à l'offre avant de la rejeter. Il la qualifie sans détour de simple contrat d'esclave. Masako tente malgré tout de le convaincre en l'avertissant que faire de Taejun un ennemi est une très mauvaise idée, car il est l'un des hommes les plus puissants qui soit. Au lieu de répondre avec des mots, Seo sort la relique de la poudre zombie et dit à Masako
que c'est plutôt elle qui devrait s'inquiéter. Masako reste parfaitement calme, persuadée que Seo ne fait que bluffer. Après tout, elle ne pense pas qu'il oserait utiliser une relique aussi dangereuse en plein milieu d'un aéroport bondé. La seconde suivante, Seo lui prouve le contraire. Au moment où il passe à l'action, Masako glisse instantanément vers l'arrière et lance un puissant canon d'eau droit sur lui. Seo active rapidement la pierre d'Hammurabi et bloque l'attaque avec une grande facilité. La relique renvoie immédiatement le canon d'eau vers Masako, retournant son attaque contre elle et la projetant au sol. Tous les témoins présents à proximité sont fascinés par le combat qui se déroule sous leurs yeux. La bataille est si impressionnante que les gens sortent aussitôt leur téléphone pour filmer toute la scène. Alors que Masako peine à se relever, Seo s'approche calmement d'elle et s'apprête à lui verser la poudre zombie dessus. Peu de temps après, la sécurité de l'aéroport reçoit plusieurs signalements faisant état d'une femme nue semant le chaos et harcelant les voyageurs à l'intérieur du terminal. À la lecture de ces rapports, il est évident que Seo a finalement utilisé la relique sur elle. Après s'être emparé de la relique de Masako, le mystérieux corbeau s'adresse soudain à Seo et l'avertit qu'un grand danger approche rapidement. Au lieu de l'écouter, Seo se met à frapper l'air de frustration car il n'a aucune intention d'obéir au même corbeau qu'il a renvoyé dans le passé sans lui fournir la moindre explication. À cet instant, Taejun lui-même entre dans la salle. Dès qu'Arai l'aperçoit, il devient nerveux et demande discrètement à Seo s'ils vont vraiment s'en sortir. Taejun se présente tranquillement à Arai, mais avant même que celui-ci ait le temps de répondre, il active l'une de ses reliques. Un éclair violet frappe instantanément Arai ainsi que tous ses acolytes en même temps. Au moment où Seo aperçoit l'expression sur le visage de Taejun, il comprend immédiatement que la situation vient de devenir bien plus dangereuse qu'auparavant. Seo se précipite immédiatement vers Taejun et place sa dague contre son cou, lui disant qu'utiliser la domination pour contrôler les autres est vraiment un coup bas. Taejun reconnaît que les mouvements de Seo et ses connaissances sur les reliques sont impressionnants, mais il affirme que cela ne suffira toujours pas à le vaincre. Taejun active de nouveau sa domination et tente de contrôler Arai et les autres. Cependant, il est choqué lorsque sa domination se désactive soudainement sans prévenir. Seo sort alors 2 cartes et rappelle à Taejun qu'il avait autrefois fait l'éloge de ses talents de pickpocket. Seo explique que ce sont précisément ces mêmes compétences qu'il a utilisées pour lui voler les cartes. Seo consulte son système et découvre que les 2 cartes sont en réalité des reliques appelées les invitations du dieu solitaire. Il envisage de les dompter, mais réalise rapidement que son niveau actuel de domination n'est pas encore assez élevé pour les contrôler. Seo remarque ensuite à quel point Taejun est devenu furieux. Il se souvient que Taejun possède la relique de conquête, une puissante relique qui lui permet de contrôler ses ennemis, et se demande s'il compte vraiment l'utiliser ici. En plus de cela, Seo remarque que Taejun porte une relique en forme d'armure, ce qui le transforme pratiquement en une forteresse imprenable extrêmement difficile à endommager. Alors que Taejun commence à accumuler sa puissance, Seo lui demande s'il veut vraiment aller jusqu'au bout. Il avertit Taejun qu'utiliser des reliques aussi puissantes révélera leur existence au monde entier. Mais Taejun ne se soucie désormais plus de cacher quoi que ce soit. Il active la relique de conquête, forçant immédiatement Seo et les autres à tomber au sol, tandis qu'il lutte contre son puissant contrôle. Seo comprend que la situation est devenue extrêmement dangereuse et commence sincèrement à penser que c'est peut-être la fin pour lui. Mais soudain, un corbeau apparaît de nulle part et ordonne à Taejun d'arrêter. Le corbeau l'avertit qu'utiliser toute la puissance de la relique pourrait réveiller les reliques du chacal maudit et du chien. Au lieu d'avoir peur, Taejun y voit une occasion. Il affirme que ce serait même encore mieux, car il souhaite également obtenir ces reliques depuis un certain temps. Taejun augmente alors la puissance de la relique de conquête, exerçant encore davantage de pression sur Seo et les autres. Le corbeau l'observe et traite simplement Taejun d'idiot avant de disparaître. Soudain, le ciel s'assombrit. Un puissant tremblement de terre commence à secouer toute la zone, et la relique de Taejun se désactive brusquement. Seo consulte rapidement son écran de statut et découvre un avertissement terrifiant. Celui-ci lui indique que plusieurs reliques dotées de pouvoirs catastrophiques approchent. Avant que Seo puisse pleinement comprendre ce qui se passe, plusieurs tombeaux gigantesques jaillissent soudainement du sol. Seo se précipite immédiatement à l'extérieur pour les examiner. Dès qu'il voit ce qui est en train de se produire, il comprend exactement ce que cela signifie. C'est le début de la grande tombification. Arai demande nerveusement à Seo ce qui se passe, mais Seo explique qu'ils sont tous piégés ici à cause des actions de Taejun. Même Taejun lui-même est désormais prisonnier car un phénomène pareil ne s'est encore jamais produit. Seo explique que cela ne se produit pas seulement ici. En ce moment même, d'immenses tombeaux semblables à ceux-ci apparaissent partout dans le monde. Il reconnaît qu'il aurait dû comprendre beaucoup plus tôt qu'une chose pareille allait arriver.
Soudain, une voix forte et terrifiante résonne au-dessus d'eux. Tout le monde lève les yeux et aperçoit une gigantesque créature ressemblant à un chien. Seo reconnaît immédiatement Seth, un ancien dieu associé à la destruction et aux ténèbres. Un autre Doberman noir apparaît soudainement à côté de Seth. Seo le reconnaît comme Anubis, l'ancien dieu associé au rite funéraire. Mais la chose la plus étrange est la pièce autour de son cou qui parle. Seo réalise que cette pièce est Osiris, l'ancien dieu associé à la fertilité et à l'au-delà. Avec deux reliques de rang divin réveillées en même temps, Seo n'est pas surpris de voir le monde soudainement recouvert d'immenses tombeaux. Seth devient furieux qu'un humain ait eu l'audace de les réveiller et déclare que sa colère ne disparaîtra pas avant que tous les humains responsables aient été tués. Seo sort calmement la pierre d'Hammurabi et annonce qu'il compte l'utiliser pour les vaincre tous. Seth reconnaît immédiatement la pierre d'Hammurabi et comprend qu'il s'agit d'une relique d'un rang bien inférieur au sien. Cela le met encore plus en colère car il pense que Seo le sous-estime sérieusement. Seth lance une puissante attaque directement sur Seo, mais celui-ci lève rapidement la pierre d'Hammurabi et s'en sert pour bloquer l'attaque. Il la renvoie ensuite directement vers Seth et Anubis. L'attaque réfléchit les frappe tous les deux et leur inflige clairement des dégâts. Seo explique alors que c'est exactement ce qui arrive lorsqu'on juge les reliques uniquement selon leur rang au lieu de comprendre ce dont elles sont réellement capables. Seth remarque soudain quelque chose d'étrange dans l'attaque. Il peut sentir l'odeur du corbeau dans le pouvoir que Seo vient d'utiliser et se demande immédiatement si Seo travaille avec elle. Anubis doute que ce soit possible car le corbeau est scellé depuis très longtemps, mais Seth refuse de le croire. Furieux, il dit à Anubis de ne plus jamais remettre son odorat en question. Anubis décide alors de soumettre Seo à l'une de ses épreuves. Seo se retrouve soudainement piégé à l'intérieur d'un étrange domaine formant une barrière, debout sur une immense balance du crime. Anubis apparaît sous sa forme complète et explique qu'il s'agit de la balance du jugement, qui déterminera le sort de Seo. Seo se contente de sourire, car il sait déjà comment fonctionne cette épreuve. L'épreuve repose sur une série de questions simples, et Seo doit y répondre honnêtement pour réussir. Anubis explique qu'il posera 42 questions différentes à Seo. Si Seo y répond correctement, il sera épargné. En entendant cela, Seo reste calme, car l'épreuve correspond exactement à ce qu'il avait prévu. Anubis pose sa première question. Il demande à Seo s'il a déjà volé quelque chose. Seo se fige immédiatement. Il a volé des centaines de fois au cours de sa vie. Seo tente de gagner du temps, mais Anubis passe rapidement à la question suivante. Il lui demande s'il a déjà menti. Une nouvelle fois, Seo se fige. Seo se souvient avoir appris l'existence de cette épreuve et que les questions étaient apparemment faciles pour un enfant, car un enfant de 10 ans n'aurait pas commis autant de péchés qu'un adulte. Anubis rend alors son jugement. Seo est déclaré coupable, alors Anubis l'attrape et le jette directement en enfer. Seo s'écrase au sol et est surpris de découvrir qu'il est toujours vivant, mais avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passe, il regarde sur le côté et voit une immense horde de zombies s'approcher de lui. Seo ramasse rapidement un os à proximité et commence à frapper les zombies avec. Au début, il parvient à les repousser et semble avoir l'avantage, mais ils sont tout simplement trop nombreux. Seo finit par être submergé et projeté au sol. Les zombies commencent à se refermer sur lui et tout laisse penser qu'il est sur le point de devenir l'un d'entre eux. Soudain, le corbeau apparaît de nulle part. Elle dit à Seo que cela fait longtemps depuis leur dernière rencontre et lui annonce qu'elle est venue le sauver. Pendant ce temps, les autres observent toujours la scène depuis l'extérieur du domaine. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur et ne peuvent que se demander ce que Seo est en train de subir. Seth remarque alors quelque chose d'étrange sur la sphère du jugement. Des fissures commencent à se répandre sur sa surface. Seth est choqué car il existe depuis un temps incroyablement long et n'a jamais rien vu de pareil auparavant. La sphère explose soudainement. Seo émerge du domaine détruit et atterrit avec grâce sur le sol. Seth regarde de plus près et remarque que le corbeau vole à côté de Seo. Seth lui rappelle qu'elle a trahi les siens en se rangeant du côté des humains, en attaquant son propre peuple et en volant leur pouvoir pour elle-même. Fou de rage, Seth utilise sa magie pour invoquer plusieurs momies gigantesques. Les créatures sont incroyablement puissantes et même le corbeau reconnaît qu'elle ne peut pas faire grand-chose contre elle dans leur situation actuelle. Cependant, elle remarque quelque chose d'étrange. Seo est toujours parfaitement calme. Seo explique que la situation à l'extérieur du domaine est totalement différente de ce qui s'est passé pendant l'épreuve. Il dégaine ensuite son épée et dit au corbeau qu'il peut enfin utiliser toute l'étendue de sa puissance. Seo fonce directement vers les momies et commence à les découper à une vitesse incroyable. Ses mouvements sont si rapides que les momies ont à peine le temps de réagir avant qu'il ne les mette en pièces. Cependant, après les avoir combattus pendant un moment, Seo comprend que quelque chose ne va pas. Peu importe le nombre de momies qu'il tue, d'autres continuent
continuent d'apparaître. Les momies sont pratiquement infinies et ne peuvent pas réellement être tuées. Seo décide alors de changer d'approche. Il sort le couteau funéraire égyptien. Dès que le couteau détecte qu'Anubis se trouve à proximité, il réagit à sa présence. Seo demande au couteau de le guider jusqu'à Anubis afin qu'il puisse lui présenter ses respects. Seo commence ensuite à utiliser le couteau funéraire contre les momies. Avec une précision et une vitesse incroyables, il les découpe les unes après les autres. Seo finit par découvrir quelles momies servent de déguisement aux trois dieux, alors il fonce immédiatement vers elles et les abat avec le couteau égyptien. Après que Seo a vaincu Anubis, celui-ci reprend sa forme originelle de relique. Seo exige alors un nouveau procès. Seo se retrouve une fois de plus dans le domaine du jugement, mais cette fois, il a les mains serrées autour du cou d'Anubis. Il ordonne à Anubis de lui poser à nouveau toutes les questions de l'épreuve. Anubis est forcé de s'agenouiller et comprend rapidement qu'il n'a aucun moyen de riposter. N'ayant pas d'autre choix, il accepte le nouveau procès. Anubis demande à Seo s'il a déjà volé quelque chose. Cependant, Anubis affiche encore une certaine insolence en posant la question, alors Seo lui donne un coup de pied directement au visage et lui ordonne de changer de ton. Anubis pose de nouveau la question et cette fois, Seo admet simplement qu'il a déjà volé. Seo oblige ensuite Anubis à poursuivre avec les 41 questions restantes. Pendant que l'épreuve se déroule, ceux qui observent depuis l'extérieur du domaine remarquent que les tombeaux commencent à s'enfoncer de nouveau dans le sol. En voyant cela, Taejun commence à se demander si Seo a réellement réussi à s'emparer de toutes les reliques à lui tout seul. Finalement, Seo sort du domaine du jugement avec Anubis sous sa forme de relique. Son système apparaît immédiatement et l'informe de toutes les nouvelles résistances qu'il a obtenues simplement en acquérant Anubis. Seo a manifestement reçu une énorme augmentation de puissance grâce à la relique. Taejun s'approche alors de Seo et s'excuse pour son comportement précédent. Il reconnaît qu'il a peut-être sérieusement sous-estimé les capacités de Seo. Il lui fait ensuite une proposition. Taejun lui demande de venir travailler pour son entreprise. En échange, Seo bénéficierait du soutien et de l'appui de la plus grande entreprise de tout le pays. Mais dès que Seo entend l'offre, il ne perd même pas une seconde à y réfléchir. Il dégaine simplement sa lame et tranche la gorge de Taejun, le tuant sur le champ. Taejun se contente de sourire en coin et utilise le pouvoir de sa relique pour remettre sa tête sur son corps, affirmant qu'il s'attendait déjà à ce coup. Malgré tout, il félicite Seo pour sa rapidité et sa détermination. Seo remarque que le corps de Taejun ressemble beaucoup à celui du guerrier grec Achille. Tout comme Achille avait un point faible au niveau du talon, Taejun doit lui aussi avoir un point faible, mais Seo n'a aucune idée de l'endroit où il pourrait se trouver. Taejun commence à se moquer de Seo, lui disant qu'il ne peut tout simplement pas gagner ce combat, mais Seo n'est toujours pas convaincu. Il fait rapidement appel au pouvoir du sabre Muramasa et fonce sur Taejun, lui assénant de nombreux coups à travers le corps, mais Seo a injecté beaucoup trop de puissance dans la lame, si bien que le sabre se brise. Malgré tout, Taejun ne meurt pas après avoir encaissé tous ses coups. Au contraire, il s'élève dans les airs, enveloppé d'une épaisse aura violette. Seo comprend immédiatement que la relique a complètement pris le contrôle de son corps. Taejun lance une décharge d'énergie sur Seo. Seo fait alors appel à la pierre d'Hammurabi et tente d'absorber l'attaque, mais elle est si puissante que même la pierre d'Hammurabi commence à se fissurer. Voulant en finir rapidement, Seo renvoie directement l'attaque sur Taejun, provoquant une énorme explosion. Lorsque la fumée se dissipe, Taejun se retrouve affalé contre un mur. Seo s'approche de lui et s'énerve en constatant que l'homme respire encore après tout ça. Il essaie de faire appel au pouvoir de Muramasa pour l'achever, mais le sabre est déjà bien trop endommagé pour que cela fonctionne. Comme ses reliques sont dans un état aussi lamentable, Seo se dit que Taejun doit désormais être pratiquement inoffensif. Alors, il décide de ne plus se préoccuper de lui. Seo téléphone ensuite à Irene et lui demande si elle connaît un homme nommé Jaeha. Il retrouve Irene peu après et il est sous le choc lorsqu'elle lui annonce que Jaeha est déjà mort. Elle lui explique que son frère est un grand collectionneur d'art et que quelques mois plus tôt, Jaeha lui a vendu une contrefaçon. Elle dit s'en souvenir comme si c'était hier. Son frère lui avait acheté un tableau très célèbre qui s'était révélé être un faux. Lui et ses amis avaient poursuivi Jaeha en voiture, mais Jaeha avait perdu le contrôle de son propre véhicule, traversé la glissière de sécurité et chuté du haut d'une falaise. Seo ne s'attendait vraiment pas à ça. Il avait toujours considéré Jaeha comme un restaurateur. Les reliques sont des objets qui peuvent s'user ou se briser de différentes manières, et lorsque cela arrive, il faut faire appel à des personnes possédant des reliques de restauration pour les réparer. Ces personnes sont connues sous le nom de restaurateurs. À l'époque, Jaeha faisait partie de son groupe et était surnommé le roi de l'arnaque. Seo comprend à quel point la situation est grave, car sans Jaeha, il n'a
n'a aucun moyen de réparer Muramasa. Mais il se rappelle ensuite que lui et Aya sont censés se recroiser dans environ 5 ans. Alors, il doute fortement que l'homme soit réellement mort. La scène passe ensuite à Ti-Jun, allongé sur un lit d'hôpital et couvert d'épais bandages. Il regarde un reportage aux informations et s'énerve en voyant que l'existence des reliques est désormais connue du public. Son associé Edward lui fait remarquer que tout cela est de la faute de Ti-Jun, puisque c'est lui qui a invoqué cette tombe en premier lieu, mais Ti-Jun insiste sur le fait que ce n'était qu'un accident. Edward est réellement stupéfait d'apprendre qu'une personne aussi jeune a réussi à mettre Ti-Jun dans un état pareil. Laissant cela de côté, Edward se lève et lui dit qu'il le mettra bientôt en contact avec un restaurateur. Pour l'instant, Ti-Jun devrait simplement se concentrer sur son repos. En sortant, Edward appelle immédiatement Jae-ha, qui décroche aussitôt et lui demande s'il a du travail pour lui. Edward confirme que oui, ajoutant qu'il a justement un client extrêmement généreux à lui proposer. Après cela, Seo et ses hommes entrent dans une galerie d'art et se dirigent vers la réceptionniste. Seo pose sur le comptoir son sac rempli de reliques et lui demande de les restaurer. Au début, la réceptionniste fait semblant de ne pas comprendre ce qu'il veut dire lorsqu'il parle de reliques. Mais Arai lui dit rapidement d'arrêter de faire semblant, car il sait parfaitement qu'ils connaissent l'existence des reliques et ce qu'elles sont capables de faire. Seo ordonne immédiatement à Arai de se taire et les deux commencent à se disputer pendant un moment. Pendant ce temps, la réceptionniste jette rapidement un coup d'œil à l'intérieur de leur sac. Elle est surprise de voir qu'ils ont apporté un grand nombre de reliques de haut niveau. Seo remarque qu'elle reconnaît clairement ces objets comme étant des reliques. Il lui dit qu'il a entendu dire que cet endroit pouvait restaurer les reliques et lui promet même qu'il gardera secrète tout ce qu'ils feront ici. Cette fois, la réceptionniste accepte de les aider. Elle se rend ensuite dans une pièce réservée au personnel pour passer un appel. Seo est déjà convaincu que cette femme est en réalité la secrétaire de Jae-ha. Il pense qu'elle est en train de contacter Jae-ha à cet instant précis et c'est toute la preuve dont il a besoin pour savoir que Jae-ha est encore en vie. Son intuition se révèle exacte. La réceptionniste est bel et bien en train de parler avec Jae-ha. Lorsque Jae-ha apprend qu'un client a apporté plusieurs reliques de rang divin, il accepte immédiatement de l'aider. Il va même jusqu'à dire que ce genre de client est exactement son type préféré. Un peu plus tard, la réceptionniste revient et annonce à Seo qu'ils ont accepté de restaurer ces reliques. Cependant, ils doivent d'abord les emmener à l'intérieur afin de procéder à une inspection complète. Seo est surpris de voir à quelle vitesse la situation a changé. Il commence à se demander si Jae-ha ne se trouverait pas réellement à l'intérieur du bâtiment en ce moment même. Malgré tout, Seo accepte et lui remet les reliques. La réceptionniste les emmène dans l'arrière-salle où Jae-ha l'attend. Jae-ha est immédiatement impressionné par la qualité des reliques. Elles sont bien meilleures que ce à quoi il s'attendait. Sans perdre une seconde, il utilise la marque secrète du faussaire pour créer une copie de rang B pour chaque relique de rang divin apportée par Seo. Son plan est simple, il va utiliser le processus de restauration comme prétexte pour garder les véritables reliques tout en rendant les fausses aux clients. Les copies sont suffisamment bien faites pour tromper n'importe qui, elles peuvent même reproduire les capacités des reliques originales. Cependant, leur pouvoir ne dure qu'une demi-journée. Après cela, les fausses reliques deviennent totalement inutiles. De cette manière, les clients ne se rendront pas compte qu'ils ont été arnaqués. La réceptionniste finit par rapporter les reliques à Seo et lui explique qu'elles sont en réalité dans un état bien pire que ce qu'il pensait au départ. À cause de cela, elle prétend qu'il sera impossible de les restaurer. Seo regarde à l'intérieur du sac et comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Il voit tout de suite que les reliques à l'intérieur sont fausses. Sans perdre une seconde, Seo saute par-dessus le comptoir et fait irruption dans l'arrière-salle où il trouve Jae-ha. Jae-ha regarde Seo, mais il n'a absolument aucune idée de qui il est. Seo ne prend même pas la peine de s'expliquer. À la place, il sort une corde relique spéciale et l'utilise pour ligoter Jae-ha. Jae-ha se débat pour essayer de se libérer et hurle à Seo de le détacher. Mais Seo se contente de lui dire que s'il accepte de conclure un accord, il le relâchera. Jae-ha refuse. Seo observe l'état pitoyable dans lequel Jae-ha est tombé et se rappelle qu'il n'a pas toujours été comme ça. Quand Jae-ha était plus jeune, c'était un étudiant en art talentueux et plein de potentiel. Ses compétences étaient tellement impressionnantes qu'on lui avait proposé une bourse pour étudier dans une prestigieuse université aux États-Unis. Cependant, tout a changé lorsque quelqu'un a volé la technique spéciale qu'il avait passé des années à perfectionner. Le pire, c'est que la personne qui la lui avait volée n'était autre que son propre professeur, Jean Richard. Les choses ont encore empiré pour Jae-ha après qu'il a été exclu du monde de l'art. Tout le monde s'est mis à le traiter de plagiaire, détruisant sa réputation et ruinant la carrière prometteuse qu'il aurait pu avoir. N'ayant plus nulle part où aller, le jeune prodige a fini par utiliser ses talents artistiques
relique d'une autre manière. C'est à cette époque que la relique de contrefaçon est mystérieusement tombée entre ses mains. Seo comprend que Jaeha est tombé si bas qu'il n'y a aucune chance qu'il accepte volontairement de conclure un accord avec lui. Seo décide donc d'utiliser une autre méthode. Il sort la relique de la plume de Shakespeare. Cette puissante relique a la capacité de transformer en réalité tout ce qui est écrit avec elle. Seo l'utilise pour créer un scénario de torture terrifiant et douloureux, puis menace Jaeha avec. Cela finit par briser la résistance de Jaeha. N'ayant plus d'autre choix, Jaeha accepte l'accord et signe le contrat. En le signant, il cède tous ses droits à Seo. Jaeha est toujours ligoté au sol lorsqu'il examine le contrat et comprend immédiatement qu'il s'agit d'un contrat d'esclavage. Seo, lui, préfère l'appeler un contrat d'exclusivité. Jaeha commence à se plaindre de l'injustice du contrat, mais Seo lui rappelle que l'accord stipule clairement qu'il recevra 60 000 $ d'avance. En plus de cela, il touchera également une commission pour chaque relique qu'il restaurera. Mais Jaeha se moque complètement de l'argent. Il dit à Seo qu'il a déjà promis à Taejun qu'il deviendrait son restaurateur exclusif. En entendant cela, Seo est réellement surpris. Il ne s'attendait pas à ce que Taejun connaisse déjà l'existence des restaurateurs de reliques. Seo a déjà utilisé le code d'Hammurabi pour forcer Jaeha à accepter le contrat pour le moment, mais il sait que le simple fait de l'avoir lié par un contrat ne suffira pas. Il a encore besoin que Jaeha lui fasse confiance s'il veut qu'il utilise volontairement ses capacités de restauration. Seo s'assoit donc et propose qu'ils apprennent à mieux se connaître. Seo se présente brièvement à Jaeha, ensuite il lui demande de lui parler de son propre passé. Mais à la place, Seo prend le carnet d'art de Jaeha et commence lui-même à raconter son histoire. Il explique que Jaeha était autrefois un étudiant en art talentueux dans une université américaine. Malgré son incroyable talent et sa véritable passion pour l'art, il survit désormais à peine à Los Angeles en réalisant des contrefaçons. Pour ne rien arranger, il est aussi connu comme l'imitateur de Jean Richard. Dès que Jaeha entend ce nom, il devient furieux. Il lance soudainement un coup de poing à Seo, mais Seo le bloque facilement. Jaeha affirme alors avec colère que c'est en réalité Jean qui l'a copié. Selon Jaeha, Jean savait d'une manière ou d'une autre ce qui se trouvait dans son esprit. Jean était capable de créer exactement les choses que Jaeha imaginait, ce qui a poussé Jaeha à croire qu'il lui avait d'une façon ou d'une autre volé ses idées. Jaeha a essayé de l'expliquer aux autres, mais personne ne l'a cru. Seo lui propose alors une autre possibilité. Il explique que Jean possédait probablement une relique lui permettant d'imiter les talents des autres. Jaeha devient immédiatement sérieux et demande désespérément à Seo s'il en est certain. Seo lui confirme que oui. Avec cette information, Seo fait une proposition à Jaeha. S'il peut aider Jaeha à récupérer sa technique de peinture originale et à restaurer sa réputation, Jaeha devra devenir son restaurateur exclusif. Jaeha écoute l'offre mais ne donne aucune réponse à Seo. À la place, il sort immédiatement de la pièce en courant. Seo n'essaie même pas de l'arrêter. Il sait déjà exactement où Jaeha est en train d'aller. Jaeha retrouve bientôt Taejun et accepte immédiatement de signer un contrat pour devenir son restaurateur. Cependant, Jaeha pose une condition. Il veut la relique que Jean Richard a utilisée pour lui voler ses idées. Taejun sourit en coin en entendant cela et décide d'appeler Jean Richard. Jean répond au téléphone et Taejun lui explique que Jaeha essaie de récupérer la relique qu'il a utilisée pour lui voler ses idées. Jean se contente de dire à Jaeha d'oublier tout ça, car personne ne croira jamais son histoire. Une fois que Jin raccroche, Taejun explique que lui et Jin sont en réalité assez proches. À cause de leur relation, il ne peut pas simplement lui prendre la relique. Taejun fait alors un signe à ses hommes. Il frappe immédiatement Jaeha en plein visage, l'envoyant s'écraser au sol. Jaeha relève les yeux vers eux complètement abasourdi. Il n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer. Taejun ordonne alors à ses hommes de passer Jaeha à tabac, mais il les avertit de ne pas lui casser les bras. Avant même qu'il puisse lui porter un autre coup, Seo fait soudainement irruption dans la pièce. Il met instantanément les deux hommes hors d'état de nuire avec de puissants coups de pied. Jaeha fixe Seo sous le choc. En voyant l'expression sur le visage de Jaeha, Seo comprend que son plan a finalement fonctionné. C'était la fin du 7e épisode. Regardez la prochaine vidéo à l'écran, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la partie 8.